votre enthousiasme et votre façon de mêler poésie et chiffres. C'est très apaisant, c'est sympathique. Et de ce côté-là, je trouve que vous réussissez parfaitement l'exercice. Alors moi, je vais utiliser du coup une autre citation de quelqu'un que vous aimez beaucoup, sans doute, puisque vous le citez aussi. Il s'agit de Keynes qui disait quand nous aurons fini d'avoir tort avec rigueur, nous pourrons commencer à avoir vaguement raison. Eh bien, je crois que ça s'adapte beaucoup mieux que certaines des citations que vous avez utilisées, parce que le cocorico, vous savez ce qu'on dit des coqs, et le satisfecit ne sont pas toujours forcément bons conseillers. Certes, oui, sur le budget, on peut dire que les chiffres que vous nous avez décrits permettent de dégager des marges de manœuvre, clairement. Et là-dessus, tout le monde, et je crois que tous les Tourangeaux seront d'accord, que l'exercice est plutôt réussi. Mais bien difficilement pour eux quand même, parce que ce sont eux essentiellement finalement qui ont contribué à dégager ces marges de manœuvre, puisqu'ils ont eu leurs impôts augmentés largement. Par ailleurs, effectivement, vous avez profité, et c'est bien, de la baisse des taux d'intérêt depuis les quelques années où vous avez réussi à réemprunter. Qui ne l'eût pas fait, c'eût été une erreur, et on l'avait souligné à ce moment-là. Donc, oui, pourquoi pas, et bien oui, on a dégagé des marges de manœuvre, et notamment en investissement. Ce que je pourrais regretter aujourd'hui, et ce qu'on pourrait regretter, c'est que dans le même temps, finalement, dans le PPI, on avait plusieurs projets au début du mandat qui étaient un peu emblématiques et qui faisaient envie. Je pense par exemple au CCNT, je pense à l'extension du musée des Beaux-Arts, je pense à la Cité de la Gastronomie, je pense à la restructuration et restauration du Grand Théâtre, je pense à l'îlot Vinci, je pense au haut de la rue Nationale, je passe le tram, mais enfin vous m'avez compris. Concrètement, budgétairement parlant, sur le plan des chiffres, on va améliorer la situation, et tant mieux pour nous tous. En revanche, sur le plan du projet, et je crois qu'un budget ne fait pas un projet, sur le plan du projet, bémol. Et bémol que j'aimerais aussi ajouter sur le fonctionnement, la forme, l'intention, la façon de mener ces politiques que vous avez mises en route. J'aimerais attirer l'attention du coup sur des points de vigilance et sur un climat qui commence à se dégrader ou qui se dégrade carrément. D'abord, la circulation. Quand vous avez interdit l'accès du pont Wilson aux voitures, ça a été votre premier geste, puisque c'était pendant l'été, juste après l'élection. En soi, c'est compréhensible, et ça aurait du sens si ça avait fait partie d'un plan plus large, mais j'avais déjà fait la remarque et je ne me dédie pas. Et quand je le dis une fois, je le dis plusieurs fois. Un plan plus large, plus complet, qui aurait pu comprendre des mesures de transfert de flux vers le tram ou les bus, des équipements de délestage du type parking relais au nord sur le tracé du tram. On aurait pu imaginer que ça puisse faire partie d'une politique générale d'organisation des transports. Depuis, comme on pouvait s'y attendre, la ville a vu les engorgements et les bouchons se multiplier. Parfois, même les ambulances se retrouvent à certaines heures totalement bloquées, sans possibilité de se déporter sur les boulevards. Si ces blocages quotidiens ne donnent rien de bon en termes d'impact carbone sur la ville, c'est que les automobilistes n'ont pas aujourd'hui trouvé d'autres solutions pour aller travailler, déposer leurs enfants, faire leurs courses, parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'alternative de proposer. Et parallèlement, l'addition des mètres linéaires de voies cyclables, parfois je dois dire quand même en dépit du bon sens, et parfois de manière accidentogène pour les cyclistes eux-mêmes, entre chicanes, double sens vélo, l'anarchie règne aux alentours des carrefours. La circulation est tourmentée et il est vraiment souhaitable d'agir. D'ailleurs, vous avez commandé à un cabinet extérieur pour 300 000 € une étude qui vous a conduite à présenter, donc lors des conseils de vie locale, le futur plan d'apaisement. Ça n'a pas apaisé les habitants. Ce plan propose de repousser la voiture en dehors de toutes les voies interquartiers pour se reporter sur un périmètre de contournement. Il faudra un plan d'apaisement. Mais j'ai peur qu'encore une fois, peut-être que l'expression est un peu triviale, mais on mette un peu la charrue avant les bœufs. Pourquoi plaquer sur une carte ce projet conçu sans aucune concertation avec les habitants, alors qu'une enquête actuellement menée sur la métropole sonde l'organisation globale des transports de notre territoire?
Cette enquête est en cours et elle dira sans doute des choses assez logiques et rationnelles, comme qu'un meilleur cadencement des bus desservant le centre-ville de Tours en venant des communes limitrophes pourrait naturellement engendrer un transfert modal de la voiture vers ce mode de déplacement collectif. Que la création d'un parking de délestage au nord sur le tracé du tram offrirait une alternative aux habitants du nord de Tours pour relâcher la pression sur le pont Mirabeau ou les axes traversants. Qu'une politique de l'offre améliorée en termes de transport collectif ou alternatif du type aussi plateforme de covoiturage. Je sais que c'est un projet qui est porté par la métropole, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle devrait être le premier pas d'une refonte du plan de déplacement urbain. Du coup, ce plan d'apaisement, qui n'a d'apaisant que le nom, revient à dire un peu aux personnes à mobilité réduite, par exemple, aux familles qui ont beaucoup d'enfants, ou peu, ou 3 enfants, aux personnes âgées, qu'il serait souhaitable qu'elles restent chez elles, ou plutôt qu'essayer de se frayer un chemin sur des voies de circulation qu'il faudrait laisser libres pour d'autres, bien portants, sans trop d'enfants en bas âge, n'habitant pas trop loin de leur lieu de travail, qui peuvent circuler tous les jours à vélo. Qu'aller chercher ses enfants à l'école, le petit à la crèche, avant d'aller faire des courses, et ensuite enfin rentrer chez soi, on connaît ça, c'est la 3e ou 4e journée des femmes le soir, ce sera à pied, ou à vélo, ou sinon, c'est péché. Je pense que c'est un peu sans prendre la mesure des contraintes que vivent beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens que vous imposez ce plan, brutalement. Proposez un autre mode de vie, plus respectueux de l'environnement. C'est un projet qui ne doit pas laisser toute une partie de la population sur le bord de la route. Amener les Tourangeaux à accepter, accompagner ce changement, c'est aussi leur donner envie d'y prendre part, d'y contribuer, c'est leur laisser une place dans le projet. Mais cela ne se fera que parce qu'on leur donnera d'autres moyens de se mouvoir dans notre ville. Les inciter, c'est offrir des solutions de transport. Croyez-vous vraiment que parmi les automobilistes du quotidien, il n'y a que des indécrottables pollueurs convaincus? Nous pensons qu'il y a beaucoup de bonnes volontés qui s'éteignent à force de contraintes et de punitions, et qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de vie vertueux qui serait la décroissance. Il y a des volontés qui s'agrègent et des solutions à construire ensemble, avec tous les publics. Je voulais revenir sur un deuxième sujet, on en a parlé tout à l'heure, mais on en parle, c'est l'éclairage. Alors, je ne vais pas redévelopper tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que en éteignant les lumières, d'abord, on donne un signe très sympathique pour les jeunes de notre ville. Est-ce que ça ne ressemblerait pas un peu à un couvre-feu où on leur dit écoutez, dépêchez-vous de rentrer avant 1h du matin, parce qu'au-delà, il va falloir se promener avec une lampe frontale pour éviter de chuter, ou bien éviter de faire de mauvaises rencontres, se faire raccompagner. Je me rappelle de ça, la blague de raccompagner chaque fille le soir après une fête. Je trouve qu'on revient un peu en arrière. Est-ce que vraiment on a renoncé à quelque chose d'intermédiaire entre un plan d'investissement lourd, certes, mais sur du LED ou de l'éclairage intelligent, comme on en a parlé, et que d'ici là, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenir un réverbère sur deux, un éclairage sur deux, pour éviter de se retrouver dans le noir total et de traverser une ville qui pourrait bien devenir une ville fantôme, parce que plus personne n'aura envie de sortir après 1h ou 2h du matin, sortir ou travailler. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui débauchent la nuit, il y a des gens qui sont réceptionnistes d'hôtels et qui terminent au milieu de la nuit, il y a des gens qui sont de garde, il y a des infirmières qui se déplacent la nuit. Donc, c'est pas qu'un choix et c'est pas qu'une histoire de faire la fête, hein. Alors, comme disait Bourringer, c'est beau une ville la nuit, oui, mais à condition d'y voir un peu clair quand même. Troisième sujet. Dans le registre des situations un peu stressantes, on a eu l'épisode de l'école Flaubert. Elle devait être fermée, et puis non. Et au détour des vœux aux fontaines, vous annoncez qu'une solution serait trouvée pour que le projet de l'échangeur autoroutier puisse cohabiter avec l'école Flaubert, sans vous obliger à la raser. Ouf, formidable. J'ai envie de dire, mais quelle solution? Et un projet aurait été présenté à la directrice de l'école. Bon, et les habitants, les parents, je trouve que là, on a généré du stress pour rien et que finalement, on joue un peu au pompier pyromane. On ferme et puis finalement, on garde. Mais la communication entre-temps, la concertation, l'acceptation du projet, voilà, on s'est gâché une chance de faire quelque chose de positif. Et puis c'est un peu le même sentiment moi, que j'ai eu avec les Chamchad au CRR. Je ne reviens pas sur le débat de fond, mais on en a parlé et c'est pas fini.
On avance aussi à marche forcée. On annonce là la fermeture des 6e dès la rentrée prochaine et on décrit une institution qui a fait ses preuves depuis 50 ans comme un chantre de l'entre-soi. Moi aussi, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas apprécié. Autour de cette affaire, sur les réseaux sociaux, on a vu des caricatures bien orchestrées qui sont faites des défenseurs de cette institution. Alors, ça fait peut-être rire certains. Mais moi, je trouve que cette manière de sélectionner les bons citoyens et d'écarter les autres, ceux qui seraient contre la mixité, ces privilégiés qui veulent l'excellence pour leurs enfants, est totalement puérile et polluante pour le débat. Nous soutenons que l'un n'exclut pas l'autre, que l'excellence et la mixité sont les 2 pieds d'une même politique éducative utile, vertueuse et efficace. Et enfin, la solidarité. Alors, lors des vœux, vous avez égrené une liste de tous les dispositifs présents sur la ville, et dont acte, il faut les accompagner. L'art à l'école, dispositif d'éducation nationale créé en 2017, le dispositif PIC Jeunes Entreprises, dispositif d'État, dispositif Logement d'abord, projet d'État accompagné par la ville, vous vous engagez, vous soutenez, c'est bien. Ce sont des politiques et des priorités qu'il faut continuer de soutenir dans vos engagements municipaux. Cependant, là aussi, on se trouve face à une contradiction. En effet, alors que les émeutes de l'été dernier sont encore dans tous les esprits, c'est aujourd'hui l'abandon programmé de l'espace loisirs jeunes dans le quartier de l'Europe qui fait réagir les habitants, les jeunes, les commerçants, les professions de santé du quartier. Ce foyer qui employait 5 animateurs municipaux serait remplacé par un espace d'animation géré par l'association Courteline à compter de la rentrée. Le hic, c'est que l'association Courteline a prévu 2 animateurs. Et ce sont pour des questions d'économie. Vous avez annoncé que vous faisiez un choix économique. Je ne suis pas certaine que la prévention soit un secteur où il est judicieux d'économiser en ce moment. Immergés dans le quartier depuis 25 ans pour certains, les 4 animateurs de la ville avaient acquis la confiance et la connaissance des familles du quartier. Leur rôle d'accompagnement des familles, des jeunes, la connaissance précise des problématiques qui, à force de présence, avaient fini par leur donner du crédit et de l'efficacité, vous le minimisez. Même les orthophonistes du quartier nous ont sollicités, d'un personnel de santé implanté, et nous ont alertés sur leur crainte de voir ce quartier devenir moins accueillant et n'aimeraient pas devoir le quitter pour une question d'insécurité. Les écoles se sont mobilisées, le collège vous a alerté, et ce, d'autant plus que dans le futur projet, le point information jeunesse ne sera pas repris. Ce mi-temps permettait aux enfants rencontrant des difficultés à l'école de trouver là une écoute, un accompagnement, aux parents la recherche de solutions, pour des plus âgés la recherche de stages, pour les collégiens, on y rédigeait son CV, et pour les plus grands, on était accompagné sur le départ de la vie professionnelle. Pourquoi casser cette dynamique? Je ne comprends pas. Les animateurs de l'ELJ ont déjà reçu des propositions de reclassement dans d'autres services, dont acte. Seuls 2 d'entre eux assureront une permanence cet été sur le foyer pour laisser la place en septembre à l'association Courteline. C'est trop léger. Vous avez organisé vendredi dernier l'Agora des quartiers, où vous avez présenté l'engagement de la ville pour ces quartiers prioritaires. Le quartier des Tourettes entre dans le dispositif politique de la ville, avec 2 animateurs à l'Europe et rien aux Tourettes. Quel projet comptez-vous développer? Vous aviez une équipe, vous auriez pu travailler avec elle sur cette augmentation de leur espace d'intervention. Mais vous préférez changer et diviser par 2 en abandonnant une mission cruciale. Quel message pensez-vous que cela envoie à la population, qui plutôt que des coupes budgétaires attendait de l'attention, des moyens humains et des investissements? Depuis les émeutes de l'été dernier, vous avez élaboré un diagnostic en rencontrant 100 personnes dans des entretiens individuels, et ça c'est bien. Mais je ne suis pas sûre qu'elle vous ait dit qu'il y avait trop d'animateurs et trop d'espaces d'accueil sur les quartiers. Vous annoncez depuis 3 ans et demi, vous dénoncez les manques, vous dictez la bonne parole et vous nous abreuvez de bonnes intentions. Et moi je souscris, et vous le savez. Puis vous agissez souvent dans la précipitation, à l'encontre du bon sens et parfois même à l'opposé de vos propres valeurs. Cela donne une impression d'improvisation, de manque de méthode, de structuration. Ça génère du stress, de la colère et un sentiment de mépris pour des gens qui vivent, connaissent la ville, agissent pour que la vie de leur quartier, de leur famille, de leurs voisins, de leurs prochains soit heureuse, douce, intéressante, agréable, sûre. Finalement, de la circulation à la culture, en passant par la solidarité, l'éducation, la sécurité, on est un peu mis au pied d'un mur. Un discours qui dit ici, c'est l'écologie ou la sécurité? C'est où les vélos ou les voitures? C'est où l'excellence ou la mixité? C'est où le soutien social ou le budget?
c'est ou les Sternes ou le 14 juillet. Nous ne croyons pas à l'écologie dogmatique. La douceur tourangelle, c'est aussi une manière d'être, de faire. Ça peut être inspirant. Et surtout, la précipitation, ce n'est pas l'action. Prendre le temps de l'écoute, de la concertation et surtout co-construire des projets d'avenir pour les quartiers, les habitants, les Tourangelles, les Tourangeaux. Faire ensemble, faire, et pas seulement défaire. Oui, la ville avait besoin d'un nouveau souffle. Elle en a toujours besoin. D'une ambition, de nouveaux projets, mais sans nécessairement casser ce qui rassemble et ce qui marche. La politique de la table rase ne doit pas tenir lieu de projet municipal et surtout, et pour conclure, qu'il s'agisse des modes de transport, des choix culturels, d'éducation, des modes de vie familiale ou de couple, de moments dans son parcours de vie, bref, quels que soient les critères, nous ne nous réduisons pas à une étiquette, une catégorie sociale, une appartenance religieuse ou un âge. Nous sommes tous bien plus complexes que cela. Et au risque d'en surprendre certains, les défenseurs du conservatoire roulent souvent à vélo, les automobilistes peuvent être féministes, voire déconstruits, et il se trouve que parmi tout cela, la grande majorité n'est ni riche, ni raciste. Elle peut être golfeuse et respecter l'environnement. En bref, la stigmatisation est une piètre conseillère politique. La Touraine n'est pas une zone de combat, et même si la politique nous engage à mener des batailles, ce n'est certainement pas contre une partie de nos concitoyens, mais pour eux que nous nous battons. Merci.